Les clés du monde avec James William Baguidi, Trump, Macron, amis, mais 3 points de suspension. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous. Vous êtes le rédacteur en chef de DEN Télévision, spécialiste des questions internationales. Chaque jour, vous nous aidez à comprendre un peu plus l'évolution de l'actualité internationale. Et le président français Emmanuel Macron a entamé hier 23 avril une visite d'État aux États-Unis d'Amérique. Reçu en grande pompe, l'homme essaie d'étaler ses points de convergence avec le président américain Donald Trump, l'iconoclaste président américain. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Les divergences entre les deux hommes sont en effet nombreux. James William Baguidi, comment comprendre d'abord l'amitié apparente qui lie depuis leur accession au pouvoir Donald Trump et Emmanuel Macron? Merci, tranquillin. Effectivement, il y a une amitié apparente entre Donald Trump et Emmanuel Macron, et cette amitié s'est surtout consolidée, ou en tout cas manifestée à l'occasion de la visite d'État effectuée par le président Donald Trump en France à l'occasion de la fête nationale en France, déjà le 14 juillet de l'année dernière. Et donc, c'est pour répondre à cette visite, à cette invitation qui lui a vraiment fait plaisir, que Donald Trump a accepté, du moins a initié à son tour une visite d'État. C'était rare, hein, je l'ai expliqué ici par le passé. Les visites d'État sont les visites les plus protocolaires, ce sont les visites de plus haut niveau. Et donc, si un président, si un État reçoit ou invite un dirigeant étranger dans le cadre d'une visite d'État, c'est la marque de l'amitié entre les peuples, c'est la marque de la grande considération, de la convergence de vues sur de nombreux sujets. Et donc, Donald Trump n'a pas hésité à inviter Emmanuel Macron en lui rendant donc l'appareil sur cette visite. C'est la première visite d'État effectuée aux États-Unis depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche. C'est vous dire à quel point il apprécie Emmanuel Macron. Et cette amitié apparente entre les deux hommes s'explique par l'attitude du président Macron. Vous savez, Donald Trump apparaît, vous l'avez dit, comme un président iconoclaste, comme un président qui rue dans les brancards. Je l'ai qualifié par le passé ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il ne fait pas attention à ce qu'il peut engendrer comme regard négatif sur son action. Ce qui l'intéresse, ce qu'il vise d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des États-Unis, c'est la grandeur de l'Amérique qu'il a promis restaurer pendant sa campagne électorale. Et c'est de ce point de vue-là qu'il ne demande pas l'avis de qui que ce soit pour prendre les décisions qu'il estime être utiles pour les États-Unis. Et dans cette attitude, Donald Trump a fâché beaucoup de dirigeants internationaux, que ce soit ses voisins du Canada ou du Mexique, ou que ce soit les pays d'Amérique en général, beaucoup de pays à travers le monde. La Russie, dont on estime à tort ou à raison qu'elle a contribué à son accession au pouvoir par l'utilisation des réseaux sociaux à des fins de fake news qui ont desservi son adversaire Hillary Clinton à cette époque-là, n'a pas manqué non plus de faire partie des pays avec lesquels Donald Trump a des relations exécrables. Le président Donald Trump n'hésite pas à dire des mots pas très gentils sur le président russe Vladimir Poutine ou sur son pays, même si de temps en temps il rappelle qu'il a beaucoup de respect pour Donald Trump. Donc, la réaction de l'autre côté de Emmanuel Macron aura été une réaction mesurée à chaque fois que Donald Trump a posé les actes qui déplaisent à lui, à sa personne. La première chose sur laquelle leur divergence s'est rapidement exprimée, c'est à l'occasion où Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité de Paris, de la COP21. Donc, et en ce moment-là, la réaction d'Emmanuel Macron, qui a tenu également un discours, aura été de dire que c'est une mauvaise idée, qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations pour les accords de Paris. Mais en même temps, il a dit d'un ton conciliant, d'un ton respectueux du président américain, et Donald Trump n'a pas manqué d'observer cela à mon sens. Il y a eu également d'autres circonstances. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. L'attitude de l'un envers l'autre, l'attitude du président Macron envers son aîné de 30 ans, hein, il y a 30 ans de différence entre les deux. L'attitude de l'un envers l'autre a toujours plu à Donald Trump. Il se sent respecté, il se sent considéré par ce jeune président français qui a avec lui en commun le fait de ne pas appartenir à l'appareil politique conventionnel habituel. Les deux sont arrivés au pouvoir
de façon pratiquement inattendue, n'étaient pas du tout perçus comme susceptibles de remporter les élections dans leurs pays respectifs à un an des échéances. Personne ne pouvait imaginer que quand Emmanuel Macron lançait son mouvement En Marche, il pouvait devenir président de la République. Personne ne pouvait imaginer que le fameux Donald Trump, qui a en tout cas été à l'origine de beaucoup d'histoires, de scandales, etc., pourrait emporter l'adhésion de l'Américain et devenir président de la République. Donc leur parcours, même s'ils ne sont pas identiques, sont quand même similaires et tout cela engendre chez ces deux personnalités une forte admiration l'une pour l'autre et c'est ce qui explique cette amitié qui, vous l'avez dit, est apparente mais qui aussi apparaît vraiment comme sincère. Vous avez commencé par parler des divergences entre les deux hommes en évoquant la position des États-Unis par rapport aux recommandations à la COP. En dehors de cet élément, quels sont les autres points? Parce que la visite du président Emmanuel Macron sera également l'occasion de mettre en évidence les divergences entre les deux hommes. Oui, parce que Emmanuel Macron a pris l'habitude de ne pas faire dans la langue de bois, même s'il dit les choses avec plus ou moins de correction quand il s'agit de Donald Trump. Il a pris l'habitude de ne pas faire dans la langue de bois et l'un des sujets sur lesquels les deux hommes ne s'entendent mais ne s'entendent pas du tout, c'est le nucléaire iranien. Le nucléaire iranien parce qu'il y a un accord qui a été signé du temps du président Barack Obama au sujet du nucléaire iranien, un accord que Donald Trump a considéré comme étant une véritable catastrophe, comme étant le pire de tous les accords signés par les États-Unis dans l'histoire de l'existence des États-Unis. Il a promis et il menace depuis qu'il est arrivé, même avant, pendant sa campagne électorale, il a menacé de déchirer cet accord. Vous savez, les États-Unis réévaluent cet accord-là pour voir la façon dont les Iraniens mettent en œuvre l'accord en question à échéance régulière. Et donc, il semblerait, en tout cas, Donald Trump a montré des signaux. Il a déjà validé cet accord par 2 fois au moins depuis qu'il est au pouvoir. C'est tous les 6 mois que ça se fait. Et il semblerait qu'à l'occasion de la prochaine échéance, il soit décidé à mettre fin à l'accord sur le nucléaire iranien et à exiger qu'un nouvel accord soit signé, en tout cas négocié avec l'Iran. Or, l'Iran n'entend pas renégocier cet accord et d'ailleurs les autres grandes puissances qui sont concernées par cet accord estiment que c'est un bon accord qui ne devrait pas être remis en cause parce qu'il a déjà permis que l'Iran abandonne son programme nucléaire militaire, même si le programme balistique, lui, n'a pas été abandonné. Et donc, l'Iran a retrouvé des couleurs au niveau économique grâce au retour des investisseurs, au retour des hommes d'affaires européens. Et ça déplaît beaucoup à Donald Trump parce que l'Iran participe par ailleurs à la guerre en Syrie, mais participe aux côtés de Bachar el-Assad et finance aussi massivement le mouvement Hezbollah qui lui aussi a déployé des centaines, voire même des milliers de soldats autour de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc, l'accord sur le nucléaire iranien apparaît véritablement déséquilibré aux yeux de Donald Trump qui veut le déchirer, comme il le dit, mais Emmanuel Macron, dont le pays dispose d'intérêts nombreux, importants en Iran, ne souhaite pas que cet accord soit remis en cause. Parce que si jamais les États-Unis remettent en cause, même tout seul, cet accord, c'est que les entreprises qui travaillent avec les Iraniens seraient automatiquement mises sous embargo par les États-Unis et pourraient connaître des sanctions même dans leurs activités sur le territoire américain. Ce serait un énorme manque à gagner pour les entreprises européennes et ça, Emmanuel Macron veut absolument l'éviter. C'est pour cela qu'il veut conseiller au président américain de ne pas remettre en cause cet accord, d'autant plus qu'il est difficile de voir aujourd'hui ce que l'Iran peut faire de mieux. L'Iran a donné la totale liberté à l'AIEA, à l'Agence internationale de l'énergie atomique, de vérifier l'abandon du programme nucléaire militaire sur tous les sites connus en Iran, même sur les sites qui n'avaient pas été déclarés, que le gouvernement iranien a fini par déclarer, a fini par mettre donc à la disposition de l'AIEA. Ce programme-là a été
officiellement abandonné. Donc il n'y a pas de raison qu'on attende de l'Iran que l'Iran fasse mieux. Mais pourtant, Donald Trump estime que l'Iran peut faire mieux. Et c'est sur cette question-là notamment que Emmanuel Macron a bien envie de lui faire changer d'avis. Il y a également une attitude du président américain qui est un refus du multilatéralisme, je vais dire une posture qui rejette le multilatéralisme international. Il prend cette décision, il le dit lui-même, America First, c'est-à-dire il prend cette décision sans demander l'avis de ceux qui sont les partenaires habituels des États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France et d'autres. On peut également citer, même s'ils sont souvent opposés, la Chine la Russie, mais ce sont des partenaires dans bien d'autres domaines. Et pour cela, le président américain veut reprendre au moins au président américain une relation plus multilatérale avec les autres pays à travers le monde. L'attitude unilatérale des États-Unis ne contribue pas à la pacification des relations internationales. Et puis, pensez-vous que le président américain Donald Trump voudra faire plaisir à son homologue français Emmanuel Macron en revoyant ses positions sur certains dossiers brûlants, notamment celui qui concerne l'Iran et la COP? Bon, il me semble à cette étape-là que non. Il me semble à cette étape que non, en dépit de... Vous avez vu au Mont Vernon hier le dîner très chaleureux, l'accueil très chaleureux que Donald Trump a relevé à Emmanuel Macron, la convergence apparente de vue entre les deux hommes. Mais la Maison-Blanche n'a pas manqué dans un communiqué d'annoncer déjà que les positions du président sur les dossiers sensibles que sont l'Iran ou la COP21 ne changeront pas. En réalité, la Maison-Blanche a dit le président pense que le nucléaire iranien, l'accord sur le nucléaire iranien est un mauvais accord et ce n'est pas parce qu'il aura dîné avec Emmanuel Macron que cet accord sera devenu bon entre-temps, puisque lui, de toute façon, n'aura pas été renégocié au moment du dîner. Il y a également cette volonté du président américain de maintenir ou de relever l'économie américaine en revoyant les politiques économiques intérieures. Et de ce point de vue-là, la renonciation aux exigences de la COP21 lui est apparue comme étant une nécessité. Et ça lui a permis de relancer plusieurs industries qui étaient trop polluantes et que le président Barack Obama a fait fermer. Mais avec la réouverture de ces usines, notamment dans le domaine de la sidérurgie, l'économie américaine a repris des couleurs. De nombreuses usines ont réouvert et le bilan économique de Donald Trump peut être positif, même très largement positif, grâce à cette renonciation à certaines, en tout cas à la COP21. Et naturellement, ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron sera arrivé et qu'il lui aura fait les yeux doux que le président américain aura fini par décider de changer d'avis. Donc autant de raisons qui me poussent à penser que ce dîner protocolaire, cette visite d'État très chaleureuse que le président Macron est en train de mener aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui ne sera certainement pas suffisante pour faire évoluer les positions de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, on connaît également Donald Trump, c'est un homme imprévisible. Il est tout à fait capable de décider comme ça, comme il l'a souvent fait, du jour au lendemain, de changer d'avis sur un sujet. Et en ce moment-là, ce sera peut-être la bonne nouvelle qu'attendait Emmanuel Macron. Et que faut-il alors attendre de concret de cette visite tant protocolaire? Alors, il y a beaucoup de choses que les deux États peuvent tirer de cette visite. Il y a une 50aine de personnalités qui accompagnent Emmanuel Macron dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'économie. Des hommes d'affaires français. Il y a de nombreux hommes d'affaires français, des scientifiques également. Et donc, de ce point de vue-là, il y aura beaucoup d'accords qui seront signés. Il faut également noter que la France veut faire revenir les États-Unis sur des décisions qu'il a prises, notamment de taxer des produits européens venant sur le territoire américain
il avait déjà annoncé un moratoire jusqu'au 21 mai prochain. Et le président français souhaitera certainement lui faire changer d'avis par rapport à la taxation qu'il veut imposer à ces produits-là. Et je pense que le président américain, une fois qu'il a déjà pris une première décision de moratoire, peut également augmenter le délai du moratoire ou carrément renoncer à taxer les produits européens. Mais il faudra bien sûr que la France, que les Européens fassent également un effort dans le sens que le président Donald Trump voudra, et cela va arranger encore mieux les relations. Il faut également noter qu'on rentre dans une forme aujourd'hui de relations telles que les États-Unis considèrent beaucoup plus la France comme le partenaire stratégique en Europe. Ce n'est plus la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, par ailleurs, empêtrée dans son retrait de l'Union européenne, le Brexit qui n'en finit pas de ne pas se faire. Et pendant ce temps, le président américain a besoin de partenaires fiables, de partenaires disponibles, de partenaires sérieux en Europe. Et de ce point de vue-là, la posture d'Emmanuel Macron aujourd'hui est celle que préfère Donald Trump. Et donc la France va gagner sur ce terrain-là, encore une fois, face à la Grande-Bretagne et face à tous les partenaires américains qui se trouvent en Europe. Et puis, d'autres avantages seront attirés de cette visite-là. Nous allons les voir à travers les quelques jours qui restent pour cette visite. Avant de poursuivre, en temps judiciaire, Polycap Aïdino s'est installé. Bonjour, Polycap. Bonjour, tranquille et bonjour à tous. On parlera sport. Vous abordez quel sujet dans votre rubrique? On évoque essentiellement donc l'événement du jour, cette rencontre, la toute première des demi-finales donc de la Ligue des Champions, cette affiche qui va opposer Liverpool et l'AS Roma. C'est une rencontre très attendue par vous, par les téléspectateurs, par James aussi, je suppose. Absolument. Bon, je reviens à vous. Malheureusement, James sera au cours. Je ne pourrais pas voir ce match-là. C'est pas grave. La rediffusion sur en streaming, il faut vous contenter de... À moins de fermer mes oreilles à toutes les informations, de ne pas regarder Internet et d'arriver à la maison. Même si vous fermez vos oreilles, les commentaires vous parviendront. Il n'y a rien à faire. Vous disiez tout à l'heure que le président américain s'est déplacé avec une cinquantaine d'hommes d'affaires. Pourquoi ici en Afrique, on n'observe pas cette pratique? Les chefs d'État voyagent, c'est avec le ministre et tout ça, mais les acteurs du secteur privé sont généralement écartés. Comment expliquez-vous le phénomène? Alors nous avons déjà un problème d'industrialisation en Afrique et puis il y a peu d'entreprises donc qui sont en mesure d'entretenir des rapports, des relations étatiques, en tout cas de l'envergure de l'État avec des partenaires étrangers. Imaginez que le président béninois voyage avec des entrepreneurs africains. Est-ce que ces entreprises africaines sont en mesure d'être productives suffisamment pour inonder le marché européen et pour compenser un déficit sur le marché européen? Je me souviens il y a quelques années, quand l'AGOA a été mise en place, on a demandé à une entreprise qui fabriquait des sacs avec des sachets de plastique de récupération, une certaine quantité qui pourrait être exportée aux États-Unis. En dépit de toute la quantité de personnel que cette entreprise a essayé de recruter, elle n'était pas en mesure de répondre à ce besoin-là. Et donc, je ne vois pas en quoi le président aurait perçu comme utile de partir avec une délégation composée d'hommes d'affaires qui n'auraient pas été totalement en mesure de répondre aux attentes. Non, mais le secteur... Allez-y. Oui, tout de même, il faut noter qu'il y a parfois des hommes politiques, des chefs d'État africains qui font ce genre de voyage avec des opérateurs économiques africains, mais qui choisissent ces opérateurs économiques encore dans les milieux où ils ont leurs amis, dans les milieux où ils ont leurs partisans. Et ça aussi, en fin de compte, quand il s'agit de répondre aux besoins des partenaires qu'ils sont allés rencontrer à l'extérieur, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays d'Afrique, le résultat est le même. On ne parvient pas à répondre aux desiderata des autres et les attentes ne sont pas comblées. Il faut également finir par signaler qu'il y a quand même de ces possibilités qui existent pour le développement d'entreprises sur le continent africain et que c'est beaucoup plus la mauvaise volonté de la part de certains dirigeants africains qui sont
plutôt préoccupés par aller se prélasser, aller faire du tourisme en Europe, se faire soigner, etc., qui est leur préoccupation plutôt que de donner un coup de pouce, le coup de pouce nécessaire à l'économie de leur propre pays. Parce que justement, si on prend le cas du Bénin, nous avons le patronat qui regroupe les hommes d'affaires du secteur privé, c'est vrai. Comme on le dit souvent, c'est le petit qui finira par devenir grand. Dans l'agroalimentaire, il y en a qui excellent. Dans le domaine d'éthique, il y en a qui font un travail extraordinaire. Mais il faut commencer par mettre ces gens-là en contact d'autres personnes à l'étranger pour qu'ils puissent décrocher des partenariats, des contrats. Mais si nos chefs d'État, je ne parle pas forcément du Bénin, la remarque se fait également à côté, tout près de nous, au Togo, au Niger et autres, si on ne commence pas à créer ces relations, parce qu'il n'y a que l'État, le sommet, qui peut réussir à faire ce travail. Mais si ce n'est pas fait, comment est-ce que ces gens-là qui sont qualifiés de petits deviendront grands? Oui, c'est vrai, parce que quand on doit choisir toujours parmi ces partisans, c'est forcément qu'à un moment donné, on laisse tomber ceux qui sont en mesure de faire le travail comme cela se doit. Et ces entreprises aussi qui doivent grandir, il faut aussi que nous prenions de plus en plus au sérieux sur le continent africain, parce que jeter la pierre, c'est vrai, aux chefs d'État, c'est nécessaire, mais il faut aussi que les opérateurs économiques africains soient également prêts à faire le travail qu'on leur demande, prêts à le faire dans les délais qui sont impartis et aussi à proposer de la qualité. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, les critères d'éligibilité des produits pour leur importation en Europe sont rarement et très rarement remplis par les entreprises africaines. Et prendre une délégation d'une cinquantaine d'hommes d'affaires qui iraient faire de la villégiature en Europe et pour revenir ne pas être en mesure de produire des marchandises qui sont aux normes requises par les Européens, ça fait aussi tâche et ça ne fera que augmenter inutilement le budget des voyages des chefs d'État africains. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, nos pays ne sont pas bien industrialisés. Est-ce que c'est la faute aux gouvernants ou à ceux-là qui nous imposent des politiques de développement? Quand je prends par exemple les objectifs du millénaire pour le développement, à aucun moment dans ce document, est inscrit, on n'a pas vu l'industrialisation des pays africains, notamment le cas du Bénin. Et il ne pensez pas qu'il revient aux chefs d'État ou à nos gouvernants de penser dans ce sens, mais depuis 60, on est toujours à la traîne. Oui, mais vous savez, nous avons hérité à l'occasion des indépendances de chefs d'État qui étaient des hommes liges des pays qui nous ont colonisés. Et même ceux qui n'étaient pas des hommes liges ont été simplement et purement éliminés, comme les Lumumba, comme les Thomas Sankara et comme d'autres qui continuent. Il va falloir résister à un moment donné, parce que sans l'industrialisation, on ne connaîtra jamais le réel développement. Oui, et vous observez que les pays qui se sont industrialisés, qui ont entamé un processus d'industrialisation sur le continent, sont ceux qui, comme l'Afrique du Sud, soit ont été dominés pendant longtemps encore par ceux-là qui nous ont colonisés, ou ceux qui ont coupé le lien avec les pays occidentaux pendant une certaine période, Maroc, Algérie, Égypte, pendant une certaine période ont coupé le lien, et puis ceux qui se sont fondés sur des ressources pour développer de l'intérieur. Il faut aussi compter sur les forces vives de la nation, sur la volonté des forces de la nation. Moi, je me suis toujours étonné de voir la manière dont le Béninois, le citoyen lambda béninois, attend du gouvernement qu'il fasse tout pour lui. Et l'anecdote, c'est celle du Béninois qui attend que le candidat Patrice Talon à l'époque, qui était surnommé Agbono, arrive au pouvoir avec des conteneurs d'argent et qu'il commence à distribuer cet argent-là aux citoyens. Et aujourd'hui, quand le chef d'État vient et dit c'est l'argent du contribuable qui va servir au développement de l'État, ce qui est tout à fait normal, on commence à rechigner, on commence à se plaindre de son action politique. Donc, il ne suffit pas seulement de la volonté des dirigeants pour industrialiser un pays, pour développer un pays. Il faut encore que la mentalité des citoyens suive, et vous conviendrez avec moi que si nous ne nous en tenons qu'au cas du Bénin, la mentalité de ce point de vue-là est encore très, très rétrograde. En parlant de Donald Trump et de Emmanuel Macron, vous avez indiqué qu'ils ont des points de divergence, notamment sur la question iranienne et la COP. Et dans le même temps, ils s'entendent sur certains dossiers. Tout à fait. Et cette divergence dont vous avez parlé, c'est parce que justement la France a des intérêts, notamment en Iran, en parlant de la production nucléaire en Iran. Le cas de la Syrie, qu'en est-il? Alors sur la Syrie, ils sont presque totalement convergents, puisque les deux sont dans la même coalition militaire qui lutte contre l'État islamique et qui soutient une partie des rebelles contre le gouvernement de
Bachar el-Assad. Il faut dire qu'aujourd'hui, leur soutien à cette coalition de rebelles s'est fortement atténué parce que Bachar el-Assad, avec le soutien des Iraniens de la Russie, a réussi à conquérir la quasi-totalité du territoire, et le fait pour les Américains et les Français de continuer à alimenter leur rébellion serait une façon de prolonger inutilement une guerre perdue d'avance. Maintenant, il y a la suite de la guerre, c'est-à-dire l'après-guerre, qui pose problème. Il y a des régions que ces gens-là contrôlent, et le président américain entend retirer les troupes américaines dès la fin des hostilités, dès la fin des combats, alors que le président français pense qu'il faut maintenir ces troupes pour pacifier le pays, pour rentrer dans des considérations d'élimination totale de Daesh, de l'État islamique, avant un éventuel retrait, et même penser à une reconstruction des régions qu'ils ont sous contrôle, avant un éventuel retrait des États-Unis d'Amérique, ce que le président Donald Trump n'accepte pas encore. Et d'ailleurs, c'est en pleine interview, ou bien au moment alors qu'il l'annonçait au cours de l'interview qu'il a accordée il y a quelques jours à des journalistes français très pugnaces, vous vous souvenez, Edwin Plenel et Bourdon notamment, que déjà aux États-Unis, un message a été diffusé pour dire le président américain n'a jamais accepté de maintenir les troupes américaines sur place. Donc, c'était pour dire le président français, quand il annonce qu'il a convaincu Donald Trump de maintenir les troupes, il fait des arrangements avec la vérité pour ne pas dire qu'il ment. Et donc, là encore, c'est un point de divergence, c'est le seul d'ailleurs point de divergence sur la question syrienne. Sinon, de point de vue global, au niveau du Conseil de sécurité, les résolutions qui ont été déposées ont été toujours soutenues par la France, et la Grande-Bretagne et les États-Unis. Un mot des deux premières dames, Melania Trump, j'espère que je prononce très bien, et Brigitte Macron. Vous parliez de la différence d'âge entre le président français et le président Macron. Je crois qu'au niveau des premières dames, il y a aussi l'équilibre. L'équilibre facilement. L'équilibre, il y a un déséquilibre là aussi. C'est un déséquilibre dans le sens qui vient compenser le déséquilibre observé au niveau. Oui, parce que bon, peut-être faudrait-il pour rire qu'ils échangent. En fait, s'ils font une photo sur laquelle ils échangent les femmes, que personne ne sait que ce sont les épouses des chefs d'État, vont se dire, bon, Macron, Brigitte va avec Donald Trump, et que Melania Trump va avec Emmanuel Macron. Mais bon, les deux premières dames... Elle a vieilli, la dame. Oui, elle est vieille. Elle est entièrement vieille, ça c'est clair. Là, maintenant, elle ne peut plus faire d'efforts, trop d'efforts pour... Bon, je pense même qu'elle ne se gêne pas pour faire semblant de garder une certaine jeunesse. Elle a toujours l'allure. Oui, elle a de l'élégance. Elle s'habille très bien. Une image très élégante. Mais l'âge avance et il y a donc cette dichotomie qui s'observe. Maintenant, les deux premières dames sont aux côtés de leurs époux et elles font le travail protocolaire pour lequel elles sont épouses. Et puis, cette visite se déroulera. Elles vont faire leur petit show aussi. Hein, mais, que dit la presse américaine de Brigitte et de Melania? Est-ce que la presse américaine a fait des comparaisons? Oui, bien sûr. Les magazines People se sont rapidement jetés sur les deux premières dames pour décortiquer leur parcours, pour montrer leur divergence, leur convergence, la qualité de leur style vestimentaire, la nature de leur maquillage, etc. Tout a été passé au peigne fin. Et maintenant, leur vie privée, comment on soupçonne le président Macron de tromper sa femme, et puis de l'autre côté, l'apparente image de femme malheureuse que l'on colle à Melania Trump également est revenue dans la presse People américaine. Autant d'éléments qui ne font pas forcément partie d'une analyse géopolitique de cette visite-là, mais qui viennent en tout cas également donner un peu de piquant à cette visite quand on observe les deux couples. Merci à vous, James William Badidi.